Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette quatrième édition d'Informatique News Hebdo, l'hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier pour décrypter l'actualité. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Et puis, nouveauté cette semaine, nous aurons le plaisir d'inaugurer une nouvelle rubrique avec la rubrique de l'invité de la semaine. Mais je propose qu'on commence tout de suite par revoir ensemble l'actualité de la semaine et on reviendra sur cet invité de la semaine. Alors, premier sujet qui a retenu votre attention, Guy, on avait d'ailleurs parlé la semaine dernière, c'est le top 250 du Syntec, avec des résultats que je qualifierais, sans trop m'avancer, de mi-figue mi-raisin finalement. Oui, c'est ça, exactement. Alors, si on donne les quelques chiffres, alors déjà, c'est la 6e édition, c'est le Syntec qui est le commanditaire, et c'est Ernst & Young, le cabinet Ernst & Young, qui réalise l'enquête proprement dite. Donc ils appellent ça Top 250 parce que chaque année ils se réfèrent aux 250 premières, mais cette année ils ont collecté les données de 380 sociétés. Donc ce sont des éditeurs de logiciels français. La notion de français, pour le faire assez rapidement, parce que c'est finalement assez compliqué, quand ce sont des filiales françaises d'éditeurs étrangers, elles ne sont pas retenues. Microsoft France n'est pas dans la liste. En revanche, quand ce sont des sociétés françaises qui sont détenues par des fonds de pension étrangers et qui sont basées en France, à ce moment-là, on les retient. Donc ça, c'est pour définir un peu le cadre. Alors maintenant, le top 250, ça représente 12,4 milliards d'euros. Donc c'est une croissance de 15% par rapport à l'année dernière. Et donc on pourrait se dire, bon, c'est très satisfaisant. Sauf que la réalité est un petit peu différente dans la mesure où quand on enlève les deux sociétés qui sont les plus importantes et les plus dynamiques, on va dire, à savoir Dassault Systèmes et Criteo. Donc Criteo, c'est vraiment la star du moment, plus d'1 milliard de dollars, 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc pour une société qui est très jeune, donc c'est vraiment remarquable. Si on enlève la croissance de ces deux-là, on retombe à 8% pour le reste. Donc on voit bien déjà que ça... Alors, on avait dit la semaine dernière que Criteo passerait peut-être en 2e position. Non, finalement, Ubisoft est toujours numéro 2. Donc Ubisoft, c'est le leader français du jeu. Criteo arrive en 3e position avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. Et Dassault Systèmes, 2,5 milliards. Le constat de tout ça, c'est que donc, si on enlève les deux exceptions, une croissance finalement relativement limitée, enfin, modérée en tout cas. Modérée, bon, supérieure à la croissance globale de l'économie, mais enfin, on est quand même dans des secteurs qui sont supposés être porteurs. C'est un secteur qui est très concentré, puisqu'on voit que le top 3 fait 40%, avec évidemment des entreprises qui sont très différentes, parce que c'est vrai qu'elles développent toutes du logiciel pour faire quelque chose, mais en gros, entre Dassault, Ubisoft et Criteo, il y a un rapport qui est quand même assez lointain. Et je dirais même plus, General Electric développe du logiciel, mais fait encore autre chose. Donc de plus en plus, le fait de développer du logiciel ne va pas permettre de définir une entreprise, mais finalement, on va revenir à des classifications par secteur. Donc, on a dit le top 3 très concentré, et de la même manière, si on prend les 10 premières ou les 20 premières, on a l'essentiel du chiffre d'affaires du top 250, et puis après, on a des relativement petites entreprises. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que c'est la 6e édition, et donc le cabinet Ernst & Young est en mesure de donner quelques indicateurs pour savoir quels sont les critères ou les facteurs qui font que les sociétés se développent plus ou moins rapidement. Le premier facteur, c'est que ce qui est important, c'est que d'entrée, quand on est un éditeur, il faut tout de suite penser le monde comme son marché, et non pas commencer marché français, puis passer à l'Europe, etc. Il faut d'emblée passer... Vision internationale, quoi. Exactement. Parce que c'est un marché qui est évidemment, c'est compliqué, hein. Il faut des moyens. Il faut des moyens, mais néanmoins, c'est le moyen de se développer plus rapidement. Et pas seulement se développer plus rapidement, mais c'est aussi le moyen de trouver des financements plus importants et plus rapidement.
Et donc ça s'est vérifié sur un certain nombre d'entreprises. Le deuxième critère, bon, c'est pas très surprenant, c'est l'innovation, c'est-à-dire l'effort qui est consacré à la R&D. En moyenne, le top 250, c'est 15% de R&D. D'ailleurs, dans ces métiers-là, en fait, c'est plutôt du développement que de la recherche, mais bon, ça fait partie du package. Et puis le troisième point, qui est un élément important que tient à souligner Ernst & Young, c'est la qualité de l'équipe. C'est-à-dire pas seulement la qualité de chaque développeur, la compétence technique de chaque développeur, mais la capacité à mettre tout ça en mouvement et à faire en sorte qu'il y ait une bonne collaboration entre les différentes équipes. Donc avec ces trois facteurs-là, on explique un petit peu mieux le fait de savoir pourquoi certaines se développent plus vite que d'autres. Alors deuxième sujet, on parle de matériel cette fois-ci, et on parle du marché des serveurs avec les stats d'IDC sur le deuxième trimestre, oui. Toujours attendu. On parlait de Dell Technologies la semaine dernière, et puis finalement, la fusion a à peine commencé, ça commence à porter ses fruits. Oui. Je vais peut-être un peu vite en besogne, mais en tout cas, il y a du changement. Un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est que Dell va être beaucoup plus visible, enfin Dell Technologies, puisque maintenant c'est le nom officiel. D'ailleurs, au deuxième trimestre, en nombre de serveurs, Dell est numéro 1. Alors évidemment, on le sait, hein, Dell vend des serveurs d'entrée de gamme, il ne faudrait surtout pas dire de bas de gamme, mais d'entrée de gamme. Donc en nombre de serveurs, ils sont numéro 1. Mais ce qui est intéressant, en fait, bon, les chiffres au trimestre après trimestre, c'est pas en soi ne donne pas d'indication particulière, sauf exception. Mais ce qui est intéressant, c'est de se reporter 5 ans en arrière et de voir l'évolution. Finalement, on oublie parce qu'on a un peu le nez dans le guidon, mais en 5 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Si on revient 5 ans en arrière, on avait HP et IBM qui étaient les numéros 2 de très loin du marché avec 30% chacun. Aujourd'hui, alors HPE maintenant, est à 25 et IBM est passé numéro 3. Évidemment, entre-temps, il s'est dessaisi d'une bonne partie de son activité. Numéro 3 avec moins de 10%. Donc en gros, IBM fabrique encore des ordinateurs, mais c'est un acteur qui devient pas mineur, mais enfin en tout cas un peu marginal, un peu en deuxième plan. Donc ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est que Dell monte en puissance. Donc Dell était numéro 3, il est numéro 2 aujourd'hui avec près de 20% du marché. Et puis les deux outsiders qui étaient 4e et 5e ont complètement changé. Il y a 5 ans, c'était Oracle, donc en fait Oracle qui avait racheté Sun d'un côté et Fujitsu de l'autre, qui était associé entre parenthèses avec Sun. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux acteurs, à savoir Lenovo, qui a récupéré l'activité d'IBM, et puis Cisco. Et Cisco, finalement, a réussi son pari. Alors, a encore, je dirais, une part relativement limitée, puisque c'est 6% du marché, mais néanmoins... La gamme est quand même aussi relativement restreinte. La gamme est restreinte, et ils se sont lancés récemment, c'est un pari, hein, qui était lancé en 2009, de venir sur le marché des serveurs, marché qui lui était complètement étranger, et aujourd'hui, il se retrouve en 5e position. Donc, on peut dire que c'est un pari réussi de la part de Cisco, avec un futur qui est relativement prometteur. Très bien, alors ça c'était, j'allais dire pour l'informatique, classique. On parle de la Commission européenne qui finalement veut le haut débit partout et pour tout le monde. Oui, c'est un peu ça. Finalement, la question c'est de savoir qui va payer, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs. Alors, pour resituer le contexte, c'est Jean-Claude Juncker qui a fait... alors ils appellent ça pompeusement le discours sur l'état de l'Union pour se coller un peu avec ce qui se fait aux États-Unis, sauf que l'Europe n'est pas les États-Unis d'une part, et que le président de la Commission européenne n'est pas le président des États-Unis. Leurs fonctions sont pas du tout comparables. Bon, néanmoins un grand discours sur l'état de l'Union où il a parlé de beaucoup de choses, et donc il y avait ce volet qui était spécifiquement sur la technologie, avec je dirais deux grands volets. Le premier c'était donc le fait de vouloir rendre accessible partout la 5G, donc ça c'est en 2025, avec l'intérêt, la 5G, on en avait déjà parlé, l'intérêt de pouvoir lancer véritablement tout ce qui est Internet des objets. Et donc ça représente un investissement de... Alors il y a ça, et puis aussi toujours le fait de fibrer, mettre de la fibre optique partout. Donc un investissement global de 500 milliards d'euros, donc c'est considérable, et donc la Commission européenne, enfin l'Union européenne met 700 millions d'euros. Donc en 10 ans,
ce sont des fonds privés qui vont... bon, évidemment, donc ça veut dire qu'on voit quand même la disproportion qui existe entre le discours, le volontarisme européen et puis ensuite la réalité du terrain qui finalement est fait par les acteurs nationaux. Bon, ça c'est la première remarque. Le deuxième point, c'était l'idée aussi de mettre du Wi-Fi partout et pour tous. Donc ça veut dire, bon, là on parle au niveau européen, ça veut dire dans les parcs, dans les bibliothèques, là où ça n'a pas déjà été fait par les collectivités locales et territoriales. Et là aussi, c'est un investissement qui est relativement mineur. Donc, je dirais pour résumer, un discours volontariste, mais où on peut se dire où sont les moyens pour réaliser tout ça. Bon, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, la remarque complémentaire qu'on peut faire, c'est qu'on parle de 5G en 2025, sachant que la 5G n'est pas encore normalisée. Donc, bon, on parle de 2017-2018, mais c'est pas encore fait. Et si on regarde, parce que entre la définition de la norme et puis le déploiement, là, pour le coup, il se passe beaucoup de temps. Si on prend le cas de la 4G, on est loin d'avoir déployé partout en 4G. Donc, finalement, avant de passer à la 5G, bon, qui a des applications un peu spécifiques, hein, on en avait déjà parlé, là, il faudrait peut-être penser à finaliser la 4G, parce qu'on le sait, en France, il y a des endroits où il n'y a pas la 4G et il n'y a même pas la 3G. Donc, l'Edge. Alors, bon, on était sur les opérateurs, finalement, ce sera le sujet de la semaine, avec toujours les aventures de SFR, qui visiblement, en tout cas, il y a un certain nombre de rumeurs sur le sujet, aurait des nouveaux ennuis avec l'autorité de la concurrence, car il serait précipité un petit peu pour gérer SFR, alors que la procédure d'achat n'était pas complètement bouclée. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, et ce sera sans doute pas la semaine prochaine, mais dans les semaines qui vont venir. Alors effectivement, pour replacer le contexte, donc Patrick Drahi, qui est le champion en fait, c'est dans le domaine des télécoms, c'est il est allé un peu à la hussarde, a fait tout un tas de rachats. Donc il y a eu Cablevision aux États-Unis, il y a eu Portugal Telecom, il y a eu le gros morceau de SFR qui a été racheté auprès de Vivendi. Et donc tout ça pour un montant de l'ordre de 50 milliards d'euros. Donc si on compare, on avait parlé de Dell la semaine dernière qui avait racheté EMC 67 milliards de dollars. Donc c'est des montants à peu près comparables. Donc pour Altice, c'est quand même assez lourd. Et donc effectivement, dans le rachat de SFR par Numéricable, donc par Altice, il était allé un peu vite en besogne. Et donc il y a en suspens une amende qui pourrait monter jusqu'à 500 millions d'euros. Dont la décision sera vraisemblablement prise d'ici la fin de l'année. Donc on suivra ça avec attention. Mais si on met déjà tout l'endettement qui a été réalisé, plus des amendes de ce type-là, ça va peut-être commencer à faire un peu beaucoup. Sachant que, encore un élément complémentaire dans ce contexte, c'est que fin juillet, SFR avait annoncé la suppression de 5000 emplois. Donc on a beaucoup parlé la semaine dernière d'Alstom et des 400 emplois qui étaient en questionnement. Là, c'était 5000 emplois qui allaient être supprimés d'ici mi-2017. Et puis, a priori, personne s'en est vraiment ému. C'est passé un peu comme une lettre à la poste. Donc, bon, de poids, de mesure. Alors, on reste toujours dans la téléphonie, d'une certaine manière, et on parle de la saga du mois de septembre, le lancement de l'iPhone 7. Donc, pas très extraordinaire sur le papier, mais finalement, comme à chaque fois, rupture de stock. Et puis, donc, si vous voulez un iPhone 7, c'est trop tard. Oui, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, c'est un coup d'étonnement, on va dire. Donc, en gros, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est que Apple annonce un Apple 7 qui, sur le papier, n'a rien d'extraordinaire, ni de révolutionnaire. Et puis finalement, la marque Apple, avec ses aficionados qui sont un cercle très très dynamique, la marque Apple est tellement forte que, comme vous l'avez dit, il y a déjà rupture de stock. Donc vous pouvez le commander si vous voulez, mais vous ne l'aurez certainement pas à la date que vous aurez choisie. Donc il faudra attendre un tout petit peu. Donc finalement, pour être un utilisateur d'Apple, la qualité principale, c'est la patience. Et bien on conclura là-dessus.
Et puis, Guy, je vous propose d'inaugurer notre nouvelle rubrique, qui est la rubrique de l'invité de la semaine. Et on accueille cette semaine Alice Saponara, qui est directeur commercial de la société Kodak Alaris. Et je vous passe la parole. Bonjour, alors dans le cadre de notre nouvelle rubrique l'invité de la semaine, nous avons le plaisir cette semaine de recevoir Aline Saponara, qui est directeur commercial de la société Kodak Alaris. Aline Saponara, bonjour. Bonjour. Alors, donc déjà, tout le monde ne connaît sans doute pas Kodak Alaris. Est-ce que vous pourriez repréciser en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites? Alors, on est vraiment une toute jeune société puisqu'on a été créé en 2013. On est issu d'un rachat d'une partie du groupe Kodak dont on n'a plus aucun lien ni financier ni capitalistique. Donc deux divisions. La première que je ne représente pas, qui s'appelle Imaging Consumer, qui conçoit une application que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kodak Moments. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger sur vos périphériques, qui fait de la gestion de photos mobiles, on va dire. On capture des fonds photographiques en vue de les partager et de les imprimer sur des kiosques que nous concevons également. Et la deuxième division, qui s'appelle Information Management, que je représente. Alors, que faisons-nous précisément? On conçoit des solutions globale de capture de documents et de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire du logiciel de capture pour transformer le document papier en format électronique. Donc c'est ce qu'on appelait des logiciels d'OCR, il fut un temps? Alors ça va bien au-delà de ça. Bien sûr, dans nos solutions sont intégrés des moteurs d'OCR et bien d'autres, puisqu'on associe de l'intelligence donc aux documents électroniques, mais on peut également intégrer des documents déjà au format électronique. On extrait des informations par OCR, par ICR, par gestion de code barre ou par des requêtes à des bases de données, et on transfère ça à des solutions, à des référentiels métiers ou des solutions cibles, des solutions très larges de gestion documentaire ou de workflow. D'accord, donc ces solutions finalement elles viennent de scanners que vous vendez ou elles viennent de documents qui sont déjà numérisés et éventuellement les deux, la combinaison des deux? Oui, si je peux juste faire un petit pas en arrière, ce qui est important c'est que la capture de documents et de données, documents physiques, mais ça peut être également du document électronique, et ça peut déjà être de la donnée électronique autour de laquelle on va extraire des informations pour la retrouver rapidement, pour la rechercher rapidement ou pour alimenter des bases de données pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur métier et les applications. D'accord, donc vous avez fait le lien avec la référence avec Kodak. Donc oui. A priori, vous n'avez plus de... Au-delà du fait que vous utilisez le nom Kodak, vous n'avez plus de lien particulier. Aucun. Ce qui est important, c'est qu'on a conservé le nom de Kodak. Pour quelle raison? Même si on est une toute jeune société et qu'on se revendique un peu en tant que tel, un petit peu comme une start-up, on a conservé les ressources humaines, de fabrication, R&D. C'est très important et c'était très important pour nos clients d'avoir des repères. Donc on a fait, comme toute société, toute nouvelle société qui émane d'une autre grosse structure qui est connue dans le monde, on a fait une enquête auprès de nos clients qui, eux, nous ont dit Kodak, c'est connu, Kodak, on vous connaît, vos matériels. C'est sûr que c'est connu. Voilà. Donc, conservez cette marque-là, c'est parlant pour nous et on vous resituera dans le monde. L'essentiel, c'est d'être suivi par des hommes et une technologie qu'on connaît et qu'on apprécie. Voilà. D'accord. Alors, donc on comprend à peu près ce que vous faites. Est-ce que la vente et la mise en place de vos solutions chez les clients passe d'abord par la vente de scanners? C'est-à-dire, est-ce que finalement le scanner, c'est l'objet à partir duquel tout se crée? Alors ça dépend. Ça dépend complètement. Aujourd'hui, le scanner de documents intégré à de la gestion documentaire, c'est quelque chose qui est connu par absolument l'ensemble des entreprises ou même
du Kidam classique que nous représentons. Donc ça peut être un des points d'entrée, mais pas uniquement. Ce qui avant tout nous permet de vendre nos solutions, c'est comment intégrer dans un référentiel métier, une application comptable, une gestion financière, une gestion de réclamation de courrier, comment intégrer les documents et les données le plus rapidement possible pour que les gens de métier puissent exercer leur métier. Donc ça peut être simplement une analyse de fonds documentaires qui nous permet de dire vous avez tous les périphériques qui vont bien pour intégrer le document physique ou le document électronique. En revanche, vous n'avez rien pour reconnaître quel document, que doit-on en faire et vers qui on doit l'orienter. Donc ça dépend complètement, je dirais, des projets, des clients et de la maturité du client sur ce type de projet. D'accord. Et est-ce que pour les clients qui ont donc pris la solution complète avec les scanners, est-ce que vous fournissez ce qu'on appelle des services managés? Alors, on fournit tout type de services autour de nos solutions de capture et uniquement autour de nos solutions de capture. Pourquoi ? La première raison, c'est que on vend donc des logiciels, on vend des scanners et on vend les services associés à cet ensemble de solutions. On a un réseau de techniciens sur l'ensemble du territoire qui est capable de fournir à la fois la maintenance hardware, mais également le support logiciel. En revanche, ils n'ont aucune expertise sur le reste des solutions auxquelles sont connectées nos propres solutions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à l'autre division, on est réellement en mode total indirect. On s'appuie sur un écosystème de partenaires divers et variés, très verticalisés, systèmes intégrateurs, qui, eux, ont l'expertise globale dans le cadre d'un projet de gestion documentaire au sens vraiment large. D'accord, donc dans vos partenaires qui jouent un rôle essentiel, évidemment, puisque vous dites que vous êtes 100% direct, il y a à la fois des partenaires qui sont présents sur des secteurs et des partenaires qui sont présents sur des types d'activités. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. On touche, je dirais, des partenaires absolument petits qui sont absolument dédiés vente de matériel informatique, qui peuvent fournir une petite solution de capture avec un scanner et une base logicielle, comme on peut fournir un partenaire qui est très spécialisé dans le monde de la finance, dans le monde de la gestion immobilière, etc., etc. Et ça touche tout type, absolument tout type de clients. Absolument. Alors justement, voilà, on va parler de vos clients, du petit et des grands. Donc est-ce que, en gros, vous pouvez en citer quelques-uns parmi des noms qui sont connus, évidemment, parce que c'est ça ce qui sera le plus marquant, et peut-être en extraire un ou deux pour nous dire ce que vous faites d'un peu spécifique, un peu particulier chez lui. Alors, je vais faire le système d'entonnoir. On a démarré notre activité essentiellement sur des applications gouvernementales avec les domaines on couvrait les domaines de la santé, la justice, la défense. C'est toujours le cas. Le domaine financier, bien sûr, très important pour nous parce que générateur de beaucoup de documents. Le domaine du transport également. Et du coup, je citerai peut-être deux exemples dans ces domaines-là. On a fait une belle application, notamment avec le transporteur TNT. Oui. Pour gérer tous les documents afférents au bon de transport qu'on a déployé sur l'ensemble du territoire. C'est un dossier qu'on a travaillé en local, mais également qui a eu des répercussions à l'Europe, puisque TNT est présent partout, je dirais, dans le monde. Donc si les livraisons de TNT sont en retard, c'est de votre faute, c'est ça? Ou s'ils sont à l'heure, c'est grâce à vous? Alors non, pas tout à fait. Si en tout cas l'information qui est délivrée sur leur site internet explicitant la date, l'heure de livraison ou le suivi, si ces informations-là sont en retard sur le site, ça peut être une partie de notre faute. Okay. Donc, la livraison à proprement parler. Donc ça c'est pour les transports? Oui, ça c'est pour les transports. Et dans le monde de l'assurance finance, on gère aussi bien, et ça c'est très important, des projets centralisés, c'est-à-dire on traite des documents qui sont réceptionnés centralement, un grand nombre de documents qui sont après dispatchés auprès des agents pour gérer les nouveaux adhérents, des incidents. C'est le cas d'applications qu'on a dans le groupe Covea par exemple.
comme on peut gérer des dossiers plus décentralisés, ce qu'on appelle nous décentralisés ou transactionnels, c'est-à-dire qu'on va chercher les données à la source. Et donc là, on a des petites solutions qui sont implémentées en agence et qui permettent de récupérer, notamment dans le monde bancaire, vous ouvrez un compte, vos pièces d'identité sont à fournir, un certain nombre de justificatifs sont à fournir, et on les numérise. L'agent qui est en face de vous les numérise, l'objectif étant de garder le contact, le lien avec vous, pour que non seulement vous ouvriez votre compte bien sûr, mais que vous soyez sensibilisé à d'autres produits susceptibles d'être vendus par cet agent bancaire. Et là, je ne peux malheureusement pas citer le nom de la banque, mais c'est une très, très grosse banque et on a déployé à peu près 20 000 petites machines. Parmi le top 3 des banques françaises, je suppose. Donc, voilà. Si ça se trouve, c'est la banque avec laquelle vous travaillez. Avec laquelle je travaille. Donc, si je suis content d'elle, c'est sans voilà. doute ça. Ok, bah, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Aline Saponara, merci beaucoup. Merci à vous, merci. À bientôt. Merci Guy, merci Aline pour cette interview de la semaine. Chers internautes, merci de nous avoir suivis durant cette nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas le même lieu, puisque Guy, vous êtes à New York, je crois. Donc on fera une édition spéciale à New York. Et puis donc la semaine prochaine. Merci en tout cas.